Europe 1. Le journal de 6h30. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il devrait bel et bien y avoir une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dans les 2 prochaines semaines. C'est la principale annonce après les consultations organisées hier à la Maison-Blanche entre plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, le président ukrainien et Donald Trump. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain a lui-même confirmé sur ses réseaux sociaux la tenue de ce sommet inédit après 3 ans et demi de guerre en Ukraine. Oui, pas de déclaration publique, mais comme d'habitude, un message sur le réseau Truth Social. Donald Trump y raconte avoir eu une très bonne réunion avec les dirigeants européens, au cours de laquelle ont été discutées des garanties de sécurité pour l'Ukraine, fournies par les pays européens en coordination avec les États-Unis. Après cette réunion, Donald Trump dit avoir appelé Vladimir Poutine et ce dernier aurait accepté de rencontrer Volodymyr Zelensky. Après cette rencontre, les 2 présidents et moi-même nous réunirons tous les 3, a-t-il ajouté. Avant de conclure, tout le monde se réjouit de la possibilité d'une paix entre la Russie et l'Ukraine. La réunion d'hier constitue effectivement une avancée vers la résolution du conflit. Volodymyr Zelensky a notamment remercié Donald Trump et a parlé d'un pas en avant majeur. Mais ici aux États-Unis, les commentaires sont pour l'instant assez prudents. Tout le monde se demande désormais si la rencontre entre Poutine et Zelensky aura vraiment lieu. Et si elle a lieu, où et quand se déroulera-t-elle? La question se pose aussi à propos de ces fameuses garanties de sécurité européennes en coordination avec les États-Unis. On sait que les Européens veulent qu'elles soient similaires à celles du traité de l'OTAN, mais pour l'instant on ne connaît aucun détail. Et puis il y a bien sûr le grand absent des réunions d'hier, le cessez-le-feu, un terme devenu quasiment tabou ces derniers jours, mais qu'il faudra bien ressortir si Russes et Ukrainiens doivent se parler. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La paix en Ukraine passera nécessairement par l'octroi de garanties de sécurité robustes sur lesquelles nous avons décidé de travailler très concrètement avec les États-Unis. C'est ce qu'écrit ce matin Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Et si les négociations en cours devaient échouer, le président de la République estime qu'il faudra augmenter les sanctions contre la Russie. Dans l'autre conflit majeur en cours, celui au Proche-Orient, un nouveau pas vers le cessez-le-feu. Le Hamas a donné hier son feu vert à une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, formulée par les médiateurs égyptiens et qataris. La balle est désormais dans le camp israélien, assure Le Caire. Pas de réponse officielle de l'État hébreu pour le moment. Cet accord prévoit un arrêt des combats pendant 60 jours, période durant laquelle les otages israéliens seraient libérés en 2 temps. Et alors qu'il est question de paix en Ukraine et à Gaza, le leader nord-coréen se montre lui de plus en plus menaçant. Kim Jong-un appelle à l'expansion rapide des capacités nucléaires de son pays face aux manœuvres militaires conjointes organisées depuis hier entre les États-Unis et la Corée du Sud. La manifestation la plus évidente de leur volonté de déclencher une guerre, selon le dictateur. C'est une nouvelle illustration du pouvoir de nuisance des narcotrafiquants marseillais. Un épicier installé à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, contraint de s'exiler à l'étranger, de tout laisser derrière lui pour protéger sa famille. La raison, Stéphane Burgat, des actes d'intimidation répétés de la part de la DZ Mafia. Oui, en raison d'une prétendue dette contractée auprès d'hommes se revendiquant de l'organisation mafieuse marseillaise, des hommes au visage en partie caché par des masques chirurgicaux qui vont dans un premier temps se rendre dans l'épicerie, frappant l'employé d'un coup de crosse d'arme à feu et demandant à parler au propriétaire qui est absent. À ce moment-là, les malfaiteurs exigent une somme en liquide et nouveau coup de pression est mis dès le lendemain, cette fois-ci devant le domicile du commerçant où ils ouvrent le feu. Une balle terminera sa course dans la salle de bain et c'est après ce raid que le parquet d'Aix-en-Provence aurait ouvert une enquête pour extorsion en bande organisée. Mais pas de quoi arrêter les racketteurs qui enverront un de leurs hommes à nouveau dans l'épicerie pour exiger que leurs victimes les prennent au sérieux. Victimes qui auraient depuis pris la fuite à l'étranger selon les informations du Figaro, le temps que les enquêteurs arrivent enfin à identifier ces maîtres chanteurs. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Gérald Darmanin veut lutter contre les mariages blancs, un sujet élevé au rang de priorité gouvernementale par le garde des Sceaux, qui adresse une circulaire aux procureurs afin de les appeler à la plus grande prudence. Dans cette circulaire consultée par nos confrères du Journal du Dimanche, il est indiqué qu'en cas de doute sur la situation des futurs époux, le report de la cérémonie doit être privilégié. Autre priorité affichée par le gouvernement, la lutte contre les réseaux de voleurs de cuivre. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, appelle à renforcer les moyens pour repérer et sanctionner ces gangs, souvent originaires des pays de l'Est, qui s'attaquent à des câbles qui contiennent du cuivre pour les revendre ensuite à un prix d'or. 20 vols de ce type recensés quotidiennement. Le réseau SNCF et les opérateurs téléphoniques particulièrement visés par ces infractions. Alors les entreprises concernées prennent des mesures fortes pour protéger leurs installations, Aurélien Fleureau. En charge de la gestion de 28 000 km de lignes, SNCF Réseau a sérieusement renforcé la surveillance pour éviter des journées avec un trafic perturbé ou même totalement à l'arrêt. Par exemple, en mars dernier, 3 incidents en une semaine dans le Haut-Rhin, plusieurs centaines de kilomètres de câbles dérobés, préjudice
plus de 100 000 €. Alors des agents de sécurité privée ont été placés sur des lieux stratégiques. La sûreté ferroviaire organise des tournées quotidiennes, des alarmes ont été installées, trackers GPS et même survol par des drones. La panoplie est large, mais encore insuffisante tant le réseau est vaste et les voleurs organisés. Un sujet préoccupant chez Orange également, qui explique avoir recensé 2300 vols de câbles l'an dernier rien qu'en Île-de-France, une augmentation de 35% en un an. Chaque mois, plusieurs centaines de kilomètres de câbles du réseau ADSL sont coupés. Orange dépose plainte systématiquement, travaille en étroite collaboration avec les préfectures. Enfin, l'opérateur s'emploie depuis quelques mois avec la Fédération française des télécoms à faire évoluer le code pénal pour obtenir des sanctions plus sévères. Les explications d'Aurélien Fleureau. Un père et son fils placés en garde à vue en Corrèze. Ils sont soupçonnés d'avoir accroché à leur balcon un drapeau français affublé du signe SS. Ça s'est passé à leur domicile de Brive-la-Gaillarde. Une enquête est ouverte pour apologie de crimes de guerre. Un livre d'histoire consacré au nazisme découvert lors d'une perquisition menée dans le logement des mises en cause. La canicule est enfin derrière nous disait Marion. Oui, plus aucun département en alerte orange aujourd'hui, mais cette deuxième vague de chaleur de l'été aura tout de même duré 10 jours. Et parmi les nombreuses conséquences des températures élevées année après année, la sécheresse. 78 départements imposent des restrictions d'eau. C'est le cas en Aveyron, où les cours d'eau asséchés ne peuvent plus alimenter correctement les foyers. Des camions-citernes sont donc mobilisés chaque année pour pallier le manque d'eau. Margot Bongrand. Plus de 3000 foyers sont raccordés à l'eau courante grâce au débit de la rivière Le Cynique. 10 000 l'été avec les nombreux touristes présents dans la région. Mais depuis plusieurs années, le cours d'eau ne suffit plus, explique Jean Valadier, président de la communauté des communes. Pour approvisionner les 1500 mètres cubes dont nous avons besoin chaque jour, nous apportons 600 mètres cubes par camion. Si nous n'avions pas cet apport, les habitants ne pourraient pas bénéficier d'eau courante au robinet de manière libre telle qu'ils le font aujourd'hui. Plusieurs mesures de restriction sont mises en place. Cette situation de crise se répète chaque été. Sur les 4 dernières années, nous sommes à la 3e période d'approvisionnement par camion. Évidemment, si la situation dure, nous sommes inquiets. Nous disions que le Massif central était un château d'eau et finalement, les ressources du Massif central sont des ressources de surface. Ce cours d'eau, notamment, était approvisionné par les neiges du plan du Cantal qui, désormais, dès le mois de mars-avril, ont totalement fondu. L'idée que le cours d'eau puisse se tarir n'est plus écarté et le manque de neige ne permet plus d'assurer ce débit régulier du ruisseau tel qu'il était il y a quelques années. Une solution pérenne de pompage d'eau sur un lac hydroélectrique devrait voir le jour d'ici 2 ans. Margot Bongrand, correspondante d'Europe 1 en Occitanie. La sécheresse peut aussi favoriser les départs de feu. Un massif du Var touché hier par un incendie qui s'est déclaré au niveau du village de Pontévès, à l'ouest de Draguignan. 130 hectares de végétation parcourus, mais les 340 pompiers mobilisés ont pu fixer le feu en début de soirée. 4 pompiers légèrement blessés, essentiellement par des fumées. Des incendies particulièrement dévastateurs sur la péninsule ibérique cet été. Des milliers de pompiers luttent depuis des jours contre les flammes au Portugal, mais surtout en Espagne, où 343 000 hectares de végétation ont été détruits depuis le début de l'année. C'est un record, Wilfried de Villers. Oui, en Espagne, plus de 40 incendies sont toujours actifs alors que des milliers de pompiers et de soldats sont mobilisés pour lutter contre les flammes. C'est principalement dans le nord et dans le centre que se trouvent les principaux foyers de ces feux, dans les Asturies, en Castille et Léon ou encore en Galice, où des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées par sécurité ces derniers jours. Devant l'ampleur de ces incendies, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé dimanche dernier un pacte national face à l'urgence climatique. On parle de plus de 343 000 hectares partis en fumée en Espagne depuis le début de l'année. De quoi faire de 2025 la pire année sur le front des incendies dans le pays. Au total, ce sont plus de 560 000 hectares qui ont brûlé dans l'ensemble de la péninsule ibérique. Au Portugal, c'est aussi le nord et le centre du pays qui sont touchés. 5 grands incendies toujours actifs, dont celui d'Arganil qui préoccupe le plus au vu de sa rapide progression. Sur les 2000 pompiers portugais mobilisés, la moitié y sont déployés. Et ces feux ont fait au moins 6 victimes ces derniers jours, 2 pompiers en activité ainsi que des volontaires qui intervenaient sur un incendie espagnol. Wilfried de Villers. Vous écoutez Europe 1, il est 6h40, un nouveau départ pour William et Kate. Le prince, la princesse de Galles et leurs enfants vont bientôt déménager d'ici Noël, selon la presse britannique, qui évoque un besoin de changement après une période compliquée, marquée notamment par la maladie de Kate Middleton. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 à Londres, Sarah Menahi. Dans les journaux britanniques cette semaine, le sujet volerait presque la vedette à Donald Trump. Le prince William et sa famille ne déménagent pourtant qu'à 5 km de leur résidence actuelle. Ils restent au sein du domaine du château
château de Windsor. Le futur roi d'Angleterre et son épouse Catherine auraient choisi de s'installer au Forest Lodge, un manoir du XVIIIe siècle. La famille voudrait écrire un nouveau chapitre de son histoire, tourner surtout la page du cancer de Kate, elle qui est aujourd'hui en rémission. Leur nouvelle demeure est estimée à 18 millions d'euros. Le couple va la louer et ainsi débourser près de 17 000 euros par mois pour y résider. La famille royale a annoncé que cela ne coûtera rien aux contribuables britanniques. Et si le couple compte s'y installer durablement, la prochaine adresse probable de la famille pourrait alors bien être Buckingham Palace, lorsque William prendra la succession de son père, Charles III, sur le trône d'Angleterre. Londres, Sarah Menei, Europe 1. Et puis en tennis, la bataille désormais iconique entre les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, a cette fois tourné court hier soir en finale du Masters 1000 de Cincinnati. L'Italien malade a abandonné alors qu'il était mené 5-0 dans le premier set. Conséquence, l'Espagnol numéro 2 mondial remporte son 22e titre sur le circuit. Chez les dames, c'est la Polonaise Iga Świątek qui décroche le titre en battant l'Italienne Jasmine Paolini en 2-7. Merci Maël Hassani, votre journal de 6h.